La vapeur du café s'est levée entre nous quand ses lèvres ont effleuré le bord de mon poignet. Brève, comme une virgule interdite, mais assez pour me couper le souffle. Assez de silence, ai-je dit, et l'écho a tremblé dans ma gorge. À cet instant, j'ai compris. Notre baiser deviendrait le gros titre de la fête des autres à Lyon, et la lumière de l'écran ne nous laisserait plus aucune ombre. La vapeur du café s'est levée entre nous quand ses lèvres ont effleuré le bord de mon poignet, brève comme une virgule interdite, assez pour me couper le souffle. Assez de silence, ai-je dit. J'ai su alors que notre baiser, même volé, finirait par surgir là où il ne nous appartenait pas. Lyon n'oublie jamais, se contente de cacher. Je m'appelle Adrien, je ferme le comptoir de la Croix-Rousse quand il entre pour récupérer un manteau oublié. Il demande un carnet. Couverture noire, angles usés, croquis de main, de gestes et un prénom, Luc. Il sourit, remercie, commande un espresso, reste debout. Nous parlons de nuits longues, de marchés qui plient tuto, de cette ville qui retient parfois son souffle. Il dit qu'il travaille à l'hôpital, qu'il vient d'arriver, qu'il ne connaît presque personne. Je lui tends un verre d'eau, nos doigts se frôlent. La chaleur circule plus vite que la vapeur. En payant, il laisse un numéro puis le reprend et murmure seulement « Si tu veux ». Le lendemain, c'est lui qui écrit. Message court, pause à 22 heures, marche. Nous descendons jusqu'à la Saône. Les quais brillent. Il écoute, répond après un silence qui ne pèse pas. Je lève le téléphone, sa main couvre l'objectif. Pas de photo, je préfère. La phrase reste entre nous comme une corde tendue. Nous nous revoyons, sa main trouve mon poignet, la mienne la sienne. Nous restons au bord. Il disparaît parfois 2 jours, revient au milieu de la nuit avec un « tu dors ?» qui ne demande pas vraiment. Je lui prépare un café, il raconte un bloc trop long, un patient qui a attendu, un chef trop pressé. Il ne se plaint pas. Il dépose, je range ses dépôts comme des tasses à sécher. 2 jours plus tard, il m'attend devant la porte close, capuche relevée contre la bruine. « 5 minutes, dit-il. Nous restons sous l'auvent, si près que chaque souffle répond à l'autre. Il parle peu, sa main glisse sur ma joue, s'arrête, repart. Je ne veux pas te perdre, lâche-t-il. Et ce futur qu'il invente m'agrippe, même si rien n'est encore posé. Je dis que je ne veux pas me cacher. Il ferme les yeux, hoche la tête, accepte sans promettre. Théo, mon ami, me dit de faire attention. Un homme sans photo ne veut pas de traces. Je réponds que chacun a ses raisons. Le soir, Luc revient avec son carnet. Dessiner me calme, dit-il. Il trace, corrige, rit de sa main qui tremble, pose le crayon, effleure ma peau de la bouche là où bat le sang. Le monde se resserre. Je pose ma paume sur sa nuque. Nous tenons là, suspendus sur une frontière qui n'existe plus qu'avec son nom. Plus tard, il parle d'une mère qui insiste pour présenter quelqu'un. Il choisit ses mots avec prudence. J'ai besoin de temps. Nous remontons la pente en silence. Sur le palier, il dit « Si on nous voit, ça peut compliquer ?» Pour qui ? Il touche ma tempe du bout des doigts, ne répond pas, s'éloigne avec un « à demain » qui ressemble à « à plus tard ». Dans ce silence, quelque chose de tranchant se forme. Les jours suivants, il essaie là par éclair. Café rapide, marche courte, phrase qu'on ne finit pas. Je réorganise mes horaires autour de ses pauses. Quand j'essaie d'en parler, il m'embrasse au coin des lèvres et change de sujet. La fête des Lumières approche, tu y vas ? Je dis oui. Il sera de garde une partie du week-end, il essaiera. Ce verbe m'irrite. Je fais semblant d'être léger et la légèreté pèse. Un soir, au pont Lafeuillé, le fleuve roule une rumeur continue. Il raconte une patiente qui a serré sa main si fort qu'il a cru sentir ses os. Certaines douleurs éduquent, d'autres brisent. Le secret, c'est de ne pas confondre. Je demande s'il parle de médecine ou de nous. Des deux. C'est la première fois qu'il dit « nous ». Je propose un matin au bord de l'eau. Pas le moment. Il y en aura un ? J'essaie que oui. Ce verbe revient. Tic qui installe une attente. Nous n'avons pas de photo, pas de date, pas d'histoire officielle. Seulement des heures découpées, des mains qui se cherchent et une règle, ne rien laisser qui puisse se montrer. La veille de la fête, je ferme plus tôt. Il passe, regard vigilant. Il demande si Théo vient souvent, si je raconte beaucoup. J'ai besoin de savoir que tu prends soin de nous, dit-il. Le nous a l'air d'une pièce précieuse qu'il sort enfin de sa poche. Je dis oui, je le pense. Il m'embrasse longuement, puis recule. Pas ce soir, demain peut-être. Son téléphone vibre. Une notification s'affiche avant qu'il ne la balaye. Samedi, traiteur OK, annonce validée. Il dit que c'est pour l'hôpital, un repas d'équipe. J'acquiesce, mais une sensation froide s'installe, nette comme un courant d'air. Je ne pose pas de questions, lui non plus. Il embrasse ma main et s'en va en promettant la lumière de demain. La nuit avance, je lave les tasses, j'éteins les machines, je ferme le rideau, mon téléphone vibre. Théo m'envoie une photo floue de lanterne et un « fais attention ». Je réponds « tout va bien ». Dehors, quelqu'un teste un projecteur, un cône de clarté balaye la façade et me traverse. Je pense à la corde tendue de « pas de photo » et je comprends que la lumière, elle, prend toujours. Demain, les rues seront pleines. Je saurai si « peut-être » veut dire oui ou seulement un autre retard. Je ne sais pas encore que la lumière ne demande l'avis de personne.
On dit qu'un secret respire plus fort juste avant de se montrer. Ce soir-là, il battait entre nous comme une aile enfermée. Luc arrive en retard, trempé par une averse rapide. Il laisse son carnet sur le comptoir et n'y touche pas. On peut marcher? Je prends ma veste. Nous suivons la pente jusqu'à une placette vide. Il parle d'abord de l'hôpital, puis s'interrompt, se tourne et lâche « Je suis fiancé. Elle s'appelle Camille ». Les mots tombent sans effet de style. Le silence fait le reste. J'entends un verre qu'on range derrière nous, une porte qui claque, et ma propre voix qui demande « Depuis quand ?»« Longtemps ?» Il ajoute qu'il n'a pas su arrêter la machine, qu'il a essayé, qu'il n'a pas réussi, qu'il a cru pouvoir séparer les vies. Il dit qu'il tient à moi. Je sens la phrase entrer et rayer l'intérieur. Et maintenant, je veux choisir la vérité, mais je ne peux pas tout casser d'un coup. Ma mère, sa famille, mon poste, donne-moi du temps. Le mot brûle. Je réponds que le temps ne guérit pas la peur quand on lui laisse le volant. Il me prend la main puis la relâche, comme s'il s'était brûlé lui aussi. Nous restons face à face, immobiles. Il propose une règle, personne ne doit savoir avant que je parle à Camille. Je n'aime pas cette règle, je l'accepte pourtant, parce que son regard cherche une issue et que je confonds issue et espoir. Le lendemain, Théo passe au café. Il sait lire les silences. « Tu vas te faire mal, Adrien ». Je réplique trop vite que je contrôle. Il sourit sans joie. On ne contrôle pas quelqu'un qui a peur de la lumière. Je réponds que Luc n'a pas peur, qu'il protège. La phrase sonne faux au moment même où je la prononce. Théo fait claquer sa langue et propose d'aller nager pour clarifier la tête. Je décline. Il hausse les épaules, alors respire au moins. Les jours suivants, je deviens l'intendance de sa double vie. Je décale des livraisons, j'avance des ouvertures, je referme tôt. Luc apparaît, s'excuse, promet, j'en parle bientôt. Il me raconte des détails qui n'en sont pas. Un dîner prévu chez la mère de Camille, une annonce repoussée pour cause de garde, des cartons déjà réservés pour un futur appartement. À chaque phrase, je sens la corde glisser d'un cran sur ma gorge. Quand il se tait, je tiens sa nuque et je dis « Pas de promesses, juste des actes ». Il hoche la tête, rien ne change. Un soir, je lui demande de rencontrer Théo. Il est important pour moi. Luc refuse net, puis s'adoucit. « Pas maintenant ?» Je réponds que « pas maintenant » est une maison sans fenêtre. Il se crispe, dit qu'il n'a pas besoin de leçons, qu'il fait ce qu'il peut. Je m'excuse, même si je pense l'inverse. Nous refaisons la paix comme on remet une chaise en place, sans régler la fissure. La rumeur naît d'un rien. Une voisine trop curieuse nous a vu rentrer à 2 heures. Elle dit bonjour le matin avec ce pli complice qui signale qu'on détient un petit pouvoir. Je fais semblant d'ignorer. Au marché, quelqu'un glisse. On dirait qu'il a trouvé compagnie. Rien d'agressif, mais assez pour rappeler que tout se note ici. Je renforce les précautions, pas de gestes sur la voie, pas d'arrêt prolongé dans la lumière, pas de messages qui s'allongent. Je me surprends à effacer nos traces alors que je rêvais de les assumer. Luc vient un dimanche avec une fatigue lourde. Il s'assoit, ne commande rien, pose son front contre ma main. « Je ne veux pas te perdre », répète-t-il. J'ai envie de répondre, alors choisis. Je me tais. Il prend ça pour un oui, m'embrasse au coin de la bouche, promet encore. Avant de partir, il laisse son carnet ouvert. Un dessin, 2 mains, qui s'approchent qu'il sent se saisir. Je ne sais pas si c'est une mise en garde ou un aveu. Le soir, Théo frappe à la fermeture. « Viens marcher ». La Saône roule un noir tranquille. Il parle peu, puis dit d'une voix égale « Tu peux m'en vouloir de ce que je vais dire. Si quelqu'un t'aime, il ne t'enferme pas. Il t'accompagne dehors. » Je sais qu'il a raison. Je n'ai pas la force de l'admettre. Je demande 1 semaine pour voir si Luc tient sa parole. « Tu en as déjà donné beaucoup », répond Théo. Il ne me presse pas. Il me raccompagne et me serre, 1 seconde de plus que d'habitude, comme on rattrape un verre avant qu'il ne casse. La fête des Lumières approche. Luc m'envoie des horaires impossibles et un « j'essaie » qui revient trop souvent. Il dit qu'il parlera à Camille après la cérémonie de samedi. Après, encore. Je prends le mot comme une clé qui n'ouvre aucune porte. Pourtant, je m'accroche. On ne renonce pas à une main qui vous a appris à respirer autrement. Je me dis que la vérité a parfois besoin d'une scène pour naître. Je ne sais pas que la scène choisira pour nous. Samedi matin, une notification clignote sur son téléphone. Camille, hâte de ce soir, puis salle prête, puis vidéo, ok. Je repose l'appareil exactement à sa place. Quand il revient, je demande « Ce soir, c'est quoi ?» Un dîner ? Rien d'officiel. Il me touche la joue pour détourner. Je le laisse faire parce que l'après-midi est court et que je veux croire 1 heure de plus. Le soir descend. La ville s'allume. J'avance vers la foule avec l'idée de le rejoindre après sa garde. Mon cœur bat comme s'il connaissait déjà la suite. J'entends sans écouter les voix, les rires, les annonces. La lumière se prépare à avaler nos ombres. Et moi, je marche vers elle en espérant qu'elle nous épargnera. On croit choisir quand on se tient près du projecteur. En réalité, on s'offre à la lumière. Ce soir-là, elle n'a rien demandé. Elle a pris. La salle est décorée, les invités serrent des verres. Je n'ai pas été convié. Je l'apprends plus tard. Sur le moment, je suis dehors, parmi la foule venue pour la fête. Une voisine filme tout, comme toujours. Son téléphone balaie les visages, les façades, puis une fenêtre derrière laquelle les gens s'agitent. Je reconnais Luc à sa posture, je m'arrête sans raison claire.
Le flux me dépasse. Je garde les yeux sur cette fenêtre où un écran s'allume. Dans la salle, quelqu'un lance une vidéo. Les premières images montrent des souvenirs, des voyages, des repas. Les rires montent. Puis un plan tremblé de nuit, deux silhouettes sur un quai, main dans la main, la lumière de la Saône sur leurs poignets. On n'y voit pas de visage net, mais ma peau sait ce qu'elle regarde. La salle retient un souffle. Une voix dit « Oh !» Une autre « Qui a mis ça ?» La caméra de la voisine capture l'instant depuis la rue. Un brouhaha, des regards qui se tournent vers Luc. Je ne sais pas qui a récupéré cette story d'une passante, ni qui l'a insérée dans le montage. Je sais seulement que l'image existe, que l'écran l'agrandit et que l'assemblée bascule en une seconde. Luc attrape un micro, il sourit. Son sourire est celui des situations où l'on désamorce. « Petite erreur de montage », dit-il. Le mot « erreur » traverse la salle comme un coupe-fil. Des rires nerveux l'accompagnent, il ajoute « On revient à nos souvenirs ». Et l'opérateur coupe le plan pour revenir à des visages convenus, des fêtes sans surprise. Dehors, je recule de 2 pas, comme si le trottoir venait de se dérober. Mon téléphone vibre. Théo envoie « Tu es où ?» Je ne réponds pas. Je regarde encore la fenêtre comme s'il manquait une dernière réplique. Une femme s'approche de l'entrée. Je reconnais la mère de Camille d'après des photos publiques. Elle a ce pas rapide de ceux qui ont compris le danger mais refusent de la panique. Elle disparaît dans la salle. Les minutes s'allongent. La foule de la fête nous entoure, joyeuse, inconsciente de ce qui se joue à quelques mètres. Je fais demi-tour, je marche vers la Saône, longe le quai, m'assois sur une pierre froide. Les messages s'empilent. Théo, rappelle-moi. Luc, rien. Puis après longtemps, on peut parler? Je réponds, demain. Il insiste, maintenant. Je ne bouge pas. Il finit par venir, il s'assoit sans me toucher. Je suis désolé, dit-il. Je demande, oh, pourquoi? Il ferme les yeux, cherche une phrase qu'il n'a pas. Pour tout. Pour ce qui t'a atteint. Pour l'erreur. Le mot brûle ma langue. L'erreur, c'est moi? Il secoue la tête, dit que non. Que j'ai compris, que ce n'était pas le moment de tout dire, que la soirée était prévue depuis des semaines, que ce n'était pas la bonne scène. Je réponds doucement, « La bonne scène, c'était ta main dans la mienne quand l'image est apparue, tu ne l'as pas prise. » Il serre les dents, souffle, répète qu'il a eu peur de détruire. Détruire quoi? Il énumère, la paix fragile entre les familles, le poste qu'il a attendu des années, la promesse faite à une mère malade de ne pas faire de vagues. Je comprends chaque raison, je n'en excuse aucune. Je ne peux pas être l'ombre de ton courage, dis-je. Il me regarde comme si je venais de retirer un bandage. Le vent se lève, il dit « Donne-moi encore une chance ». Je réponds « Donne-toi une chance. Je ne peux pas parler à ta place ». Le lendemain, les réseaux bruissent. Pas d'insultes directes, des sous-entendus, des blagues faciles, des suppositions. Je décide de ne pas les lire. Au café, certains clients me saluent avec un regard qui pèse. D'autres, au contraire, me parlent de plus doucement. La patronne pose une main ferme sur mon épaule. On continue. Je dis merci. Je travaille avec une précision mécanique pour tenir debout. Luc m'écrit « Camille veut me voir ». Puis, je lui dis tout, je réponds seulement « Ok ». La journée déroule ses gestes. À la fermeture, il m'attend dehors, très droit. « C'est terminé », dit-il. Je garde le silence. Il ajoute qu'il a parlé, qu'il a dit ce qu'il fallait, qu'il assume. Je lui demande s'il a dit mon prénom. Il hésite une seconde trop longue. J'ai dit « quelqu'un ». Le mot me coupe plus court que la veille. Je répète « quelqu'un ». Il tente de rattraper, parle d'intimité, de respect de ma tranquillité, de ne pas m'exposer. Je dis « Tu viens de m'exposer à la place ». Il demande à entrer, à boire un verre, à s'expliquer. Je dis non, je veux un geste public, pas une consolation privée. Il me promet « bientôt ». Ce « bientôt » me donne la nausée. Je réponds « je ne peux plus ». Il s'accroche, me touche l'avant-bras, retire sa main. Je reviendrai demain. Je secoue la tête. Reviens quand tu auras trouvé ta voie, pas la mienne. Je rentre, je verrouille. J'entends ses pas rester, puis partir. La nuit, je rêve d'écrans qui répètent une image jusqu'à la rendre illisible. Au matin, je me réveille avec une certitude simple. Je ne veux pas être une parenthèse. J'ouvre le café, je décide que, s'il vient, je lui demanderai autre chose qu'une excuse. Une parole qui existe au grand jour. Ou rien, même quand on se tait, d'autres parlent pour vous. Les jours suivants, la rumeur devient une habitude sonore, comme une fenêtre mal fermée. Au café, 2 clients cessent de venir. 4 restent, plus généreux de mots et de pourboires. Une voisine dépose une carte. Courage. Je la range près de la caisse. Théo lance un groupe de messages avec quelques amis. On couvre les heures d'Adrien si besoin. J'écris que ce n'est pas nécessaire. Il réplique « On le fait quand même ». Le soir, on m'attend à la sortie pour marcher un peu. On parle d'autre chose, exprès, pour que mon cœur n'use pas toujours le même chemin. Je décide de ne pas publier, de ne pas me justifier, de ne rien expliquer. Je refuse la scène où il faudrait prouver que j'ai le droit d'aimer. À la place, je parle à mes parents. Je m'assois à leur table, je dis « je dis « voilà ». Ils m'écoutent. Il y a une pause, une inspiration, et puis on avance ensemble. Le mot « ensemble » m'ouvre la cage thoracique. Rien de spectaculaire, rien de théâtral, seulement une promesse de présence. Je les serre, je sors respirer dans la cour, le ciel est ses bas, il tient pourtant.
Luc tente de me voir. Il envoie des « parlons », des « s'il te plaît ». Je réponds tard avec des phrases courtes. Un soir, je propose « public ». Il ne comprend pas. Je précise « pas chez moi, pas dans une voiture, dehors ». Il met du temps à répondre « d'accord ». Nous choisissons un banc près du fleuve. Il vient, accepte de s'asseoir assez près pour que la scène existe, assez loin pour que je puisse partir. Il dit qu'il a quitté l'appartement de Camille, qu'il dort chez un collègue. Il raconte une conversation avec sa mère, lourde mais pas violente, une mère qui a demandé « pourquoi maintenant ?» et à qui il a répondu « parce que c'est la vérité ». Il a l'air vidé. Je ne le console pas. Je lui dis que je ne peux pas être l'abri s'il décide de rester une cachette. Il acquiesce, comme un élève qui comprend la consigne, mais pas encore la leçon. À l'hôpital, il y a des murmures. Il apprend qu'une vérification s'ouvre à propos d'un comportement inapproprié avec des messages privés envoyés en heure de service. Il parle de procédure, de cadre, de rien de grave. Je sais que ce n'est pas mon rôle de porter ça. Je lui souhaite de tenir droit. Je lui répète que je ne peux plus être son clandestin. Il dit qu'il comprend, puis essaie de m'embrasser. Je recule. Pas tant que c'est caché. Il murmure qu'il fera ce qu'il faut. Je réponds « fais-le pour toi ». Théo organise une soirée simple au café après la fermeture. Des voisins, quelques bougies, une guitare pas très juste. Pas de slogan, pas d'affiche, juste des voix. On raconte des choses triviales, on rit, on laisse la tristesse se poser entre deux chansons et repartir. Luc envoie « Je peux passer ?» Je montre le message à Théo. Il incline la tête. « Ta décision. » Je choisis de dire non, pas ce soir. Ce soir, je veux que la place d'Adrien existe sans négociation. Les jours s'empilent. Je travaille mieux. Les gestes reprennent un rythme naturel. Je dors de nouveau. Je ne cherche plus la lumière dans les écrans, je la prends dans ce que je fais. Un matin, Camille m'attend devant le café. Je la reconnais à des photos que j'avais déjà vues. Elle tient ses épaules droites. « Je ne veux pas de scène », dit-elle. Je réponds que moi non plus. Elle dit qu'elle a rompu, qu'elle ne veut pas savoir plus que nécessaire, qu'elle espère que nous serons plus vrais que ce qui l'a blessée. Je dis que je suis désolé. Elle réplique « Pas pour moi, pour vous ». Elle s'éloigne. Son pas ne tremble pas. Plus tard, Luc m'appelle. Sa voix est basse. « Je suis désolé pour la vidéo, pour le micro, pour le erreur, je veux réparer. » Je demande « Comment ?» Il dit qu'il peut parler publiquement, qu'il peut dire mon prénom, qu'il peut assumer. Je sens la promesse se présenter encore. Je lui dis que je ne veux pas de promesse, je veux un acte sans moi. Je ne te suivrai pas sur une scène que tu n'as pas construite. Il se tait longtemps, puis admet « J'ai peur ». Je réponds « Moi aussi ». Il souffle « J'ai pris rendez-vous ». Avec qui ? Un thérapeute. La phrase ne corrige rien, elle trace une direction. La patronne du café me demande si je veux des jours de repos. Je refuse, puis j'accepte 2 matinées. Je prends un train court, je marche le long du Rhône, j'écoute l'eau frapper les pierres. Je n'attends plus une preuve. Je m'accorde une pause, le téléphone reste dans la poche. Quand je reviens, la ville a la même forme, mais je la traverse autrement. Le soir même, Luc m'écrit « J'ai quelque chose à dire demain ». Je réponds « Dis-le à qui il faut ». Il envoie un simple « oui ». Je ferme le rideau, j'éteins les néons, je pose la clé sur le zinc. Mon cœur bat sans courir. J'ai tenu jusqu'ici, je peux tenir encore. Et si quelque chose doit naître, ce sera dehors, à la lumière, sans mots qui s'excusent d'exister. Je rédige une règle simple pour moi-même et pour le café. Pas de débat dans la file, pas de procès sur le pas de la porte. Ceux qui veulent te parler d'amour commandent d'abord, s'assoient et parlent de bas. Étrangement, la règle apaise. On boit, on chuchote, on sourit. La patronne, elle, affiche un petit mot discret près du moulin. Ici, on sert tout le monde, sans condition. Personne ne l'arrache. 2 gamins demandent ce que ça veut dire. Leur père répond que le café est un café. Et tout le monde reprend sa tasse. On croit qu'un dénouement arrive d'un coup. Souvent, il commence en parlant à voix claire. Ce matin-là, Luc a parlé, pas à moi d'abord, mais là où cela comptait. Il a rédigé un message interne à son service, simple. Il a dit qu'il avait menti par peur, qu'il avait blessé, qu'il s'en excusait, qu'il s'engageait à respecter une frontière entre vie privée et travail, qu'il suivait un accompagnement. Il n'a pas écrit mon nom. Il a dit « Adrien » devant sa mère et devant Camille, plus tard, dans une conversation où je n'étais pas. Je l'apprends parce qu'il me l'envoie après, sans preuve, sans capture. Seulement sa parole est celle d'une amie qui y était. Je réponds « Merci de l'avoir fait là où je n'étais pas ». Il écrit « Je veux te voir. Je propose demain au quai. Avant ce rendez-vous, je vais chez mes parents. Je répète ma vérité, pas comme une défense, mais comme un fil. Il me pose toutes des questions concrètes. Tu dors ? Tu manges ? Je souris. Je réponds oui. Mon père dit qu'il ne comprend pas tout, mais qu'il sait ce que veut dire tenir parole. Ma mère dit qu'elle ne veut pas me perdre dans des labyrinthes. Reste droit. Je promets d'essayer. Je sors avec un sac de fruits et la sensation d'avoir un sol. Au café, Théo passe. Il commande un allongé, me regarde, attend que je parle. Je lui dis que j'ai rendez-vous avec Luc. Il acquiesce. Je ne te demande rien. Je te rappelle seulement que tu n'as pas besoin d'accepter moins que toi. Je ris. Ça, je l'ai appris. Il effleure ma nuque, retire sa main. Tu sais où me trouver.
Sa présence compte. Elle ne réclame rien, elle propose. Je la garde près de moi comme un repère. Le soir venu, je descends au quai. Luc est déjà là. Il ne cherche pas l'ombre. Il dit bonsoir à un couple qui passe. Il se tient face à l'eau. Quand je m'approche, il se tourne sans geste théâtral. « J'ai parlé ?» dit-il. « Je sais » dis-je. Il ajoute qu'il comprend, si je refuse de revenir, qu'il ne demande pas de pardon immédiat, qu'il veut seulement être vrai à partir d'ici. Il ne tend pas la main, il la garde près de lui, comme on garde une corde prête à servir, mais pas pour attacher, pour hisser. Je dis que je ne veux pas de serment, je veux des gestes alignés. Il répond que ça lui va. Il parle de thérapie, de réunion, de choses qui vont changer lentement. Il ne me promet pas de miracle. Il m'offre du temps, cette fois sans s'y cacher. Si on se revoit, je veux que ce soit au jour et que chacun puisse dire « nous » sans se perdre. Je dis « d'accord, pas d'ombre, nous marchons ». À un moment, nos mains se frôlent. Nous ne les attrapons pas. Nous laissons la possibilité rester à sa place, devant, pas derrière. Les jours qui suivent, je ne déménage pas de cœur. Je reste chez moi dans mon rythme. Luc envoie des messages sobres. Réunion, ok, j'ai parlé avec X, je continue. Il ne m'inonde pas. Il ne met pas mes matins en otage. Camille m'écrit une ligne. Je te souhaite le meilleur. Je réponds, à toi aussi. Le monde ne se renverse pas. Il se décante. Un dimanche, Théo et moi préparons des gâteaux simples pour la clientèle. Il me parle d'un projet de randonnée. Il dit qu'il aimerait que je vienne sans condition. J'hésite, puis j'accepte. Il sourit, pas trop. Il sait que je cherche encore ma place. Le soir, Luc passe prendre un café, dit bonjour à Théo sans tension. Ils échangent 2 phrases banales. Rien ne craque, je respire mieux. La semaine d'après, Luc me propose une marche à midi. Quand tout le monde voit tout le monde. Nous marchons justement parmi des poussettes et des cyclistes. Il raconte une visite chez sa mère, difficile mais calme. Elle a dit qu'elle l'aimait, qu'elle avait besoin de temps, qu'elle ne voulait plus qu'il mente. Il l'a remerciée. Je l'écoute. Je dis que je n'ai pas envie d'une histoire qui recommence comme avant. Il dit « ni moi, nous nous arrêtons sur un banc ». Je pose ma main sur la sienne, l'en retire. « Pas encore », dis-je. Il acquiesce, il ne presse pas. La fin arrive sans fanfare. Un soir, sur la berge, une petite fête entre voisins. Pas d'écran, pas de micro. Théo accorde la guitare, Luc me rejoint plus tard. Nous restons là, à portée de voix des autres. Quand il me regarde, je ne vois pas une excuse, je vois une personne en train de tenir sa parole. Je lui dis que je veux essayer, pas recommencer. Il répond « essayer, c'est déjà choisir ». Alors je lâche un souffle long. Je prends sa main une seconde, juste une, et je la laisse. La lumière se pose, elle ne brûle pas, elle montre. Ce n'est pas un « heureux pour toujours ». C'est une avancée droite, avec des pierres sous les chaussures et des bras prêts à se tendre si l'un glisse. Les fautes ont des conséquences, il les assume. Moi, j'assume mon droit d'exister sans clandestinité. La ville continue, le fleuve aussi. Et dans ce mouvement obstiné, je trouve enfin quelque chose qui ressemble à un avenir. Pas une promesse brillante, mais un chemin éclairé juste assez pour faire le pas suivant. Plus tard, il m'envoie un message bref après sa séance. Ça secoue, mais ça tient. Je réponds, tiens-toi surtout pour toi. Il acquiesce d'un simple oui. Ce oui ne promet rien d'autre que la continuité. Et c'est précisément ce que je peux accepter désormais.